Alors bonjour messieurs, dames, dans cette quatrième vidéo avec Jean-Paul, on va parler de force vive. Donc il va vous faire un petit topo de ce que c'est la force vive avec tous ses synonymes et de là on va embrayer sur l'univers Janus de Jean-Pierre Petit expliqué par Jean-Paul qui a ses propres connaissances. Donc je t'en prie Jean-Paul, la force vive, vas-y je t'écoute. Alors la force vive c'est ce qui est appelé le Ak chez les Égyptiens anciens, qui est appelé de bien d'autres manières dans toutes les religions de la planète. Là, pour l'instant je vais parler du Ak parce que je pense que c'est les Égyptiens anciens qui ont le mieux, bizarrement c'est une religion qui est éteinte, mais c'est les Égyptiens anciens qui ont le mieux disséqué le phénomène post-mortem, le retour jusqu'à la source, comme tu l'appelles, la source. Et le Ak, la force vive, je pense que c'est les Égyptiens anciens qui l'ont le mieux cerné. À ce niveau-là, mieux que les taoïstes, mieux que les hindouistes, mieux que les bouddhistes. Et alors ce Ak, c'est quoi exactement? C'est la force vive dans la cellule, dans l'atome, dans quoi? Ça vient d'où ce Ak? Alors le Ak, d'abord je vais t'expliquer eux comment le percevaient. Dans chaque véhicule céleste, alors d'abord les véhicules célestes sont faits de la Ak, la substance des véhicules célestes, toute l'organisation que tu vas voir autour de toi, toute cette structure que les gens nomment éthérique, que moi j'appelle le Ak, parce que l'éther c'est un terme un peu galvaudé où tout le monde parle d'éthérique, tout le monde parle de quantique en ce moment sans y comprendre rien. Moi je vais employer là mon propre langage. Les véhicules célestes sont faits de Ak. C'est pour ça qu'ils peuvent se transporter si facilement dans l'inframonde, dans l'astral. Ils franchissent le rideau infrascopique très facilement parce qu'ils sont faits de cette substance. Donc le Ak pour les Égyptiens anciens, c'était un mélange d'âme, d'esprit, d'une force vive, consciente, semi-consciente on peut dire. Moi je dis consciente, il y en a qui disent semi-consciente. On va dire que le véhicule céleste est programmé à ta mort pour te faire traverser le rideau de l'inframonde pour te ramener à la source universelle. Ce que Jean-Pierre Petit, l'autre côté, il appelle l'antéversus, qu'il appelle l'univers Janus, donc qui ressemble à peu près à un sablier avec un goulet d'étranglement. Donc dans ce sablier, l'antéversus, qui est l'univers de la plénitude, qui est rempli d'une seule substance, c'est le Ak, c'est cette force vive, consciente, intelligente. Et nous, on vit dans le monde du vide. Parce que contrairement à ce que disent les gens qu'on vit dans la matière, oui, sur notre planète, on est dans un monde matériel, mais dans le cosmos, on va dire que la matière représente 0,01% de notre univers. De notre côté de l'univers, Janus, essentiellement c'est du vide. Alors en opposition donc avec l'antéversus qui est l'univers de la plénitude et notre univers qui est l'univers du vide, il y a un goulet d'étranglement. Alors dans notre univers, le temps s'écoule dans un sens. Dans l'antéversus, il s'écoule dans l'autre sens. Mais dans le vortex. Oui, tu peux nous faire un dessin de ça? Oui. Comme ça je vais filmer pour que les gens voient bien de quoi il s'agit. Alors, pendant que tu l'expliques, ça serait très clair quand même. on va faire un sablier. Ça fait longtemps que je n'ai pas dessiné. Alors là, c'est notre univers. Là, c'est l'antéversus. Et là, c'est le goulet d'étranglement. Alors là, le temps va dans un sens. C'est le temps classique qu'on connaît nous. Dans l'antéversus, le temps va dans l'autre sens. Et ici, c'est statique. Ici, c'est ce qu'on appelle le présent continu, ce que les astrophysiciens appellent le présent continu. Ouais, comme le sablier, comme un sablier à l'horizontale, ou voilà. Ça ne bougerait pas, d'accord. Là, c'est le présent continu. Donc, on va dire que le siège de cette
conscience cosmique de cette substance qui est le HAC, le siège est ici dans le vortex. Pourquoi? Parce que on va dire, le temps est suspendu, justement parce qu'il est pile au milieu entre les deux écoulements. Alors ça, c'est pas de moi, c'est de Jean-Pierre Petit, qui est astrophysicien, qui est ancien directeur de recherche au CNRS. Je le nomme et je l'écris, parce que, d'ailleurs, je lui rends hommage, parce que c'est un monsieur très intelligent, très intéressant. Je ne me lasse pas de le lire. Alors pourquoi j'ai lu pratiquement tout ce qui peut se faire en astrophysique, de Jean-Pierre Luminet à Philippe Guillemont, etc., etc. Je pense que le monsieur qui a le mieux cerné comment fonctionne l'univers, c'est Jean-Pierre Petit, avec son modèle standard Janus. En fait, quand même, on va dire qu'il a 5000 ans de retard, parce que les Égyptiens anciens ont trouvé ça bien avant lui, il y a à peu près 5300 ans. Le monde de l'Anterversus, il disait que c'était le monde d'Amon-Ra, l'inframonde, le pays d'Amon-Ra. Les Néthers, les dieux, les demi-dieux, les divinités, les énergies subtiles sont censés vivre dans le vortex du présent continu, dans le vortex d'étranglement. Et nous, on est dans l'univers du vide. Donc, on va dire aussi que s'il y avait un enfer et un paradis, eh ben, on est du mauvais côté, quoi. Nous, on est en enfer. On est dans le monde du vide et de la matérialité. Alors que l'antéversus, c'est le monde du HAC, c'est le monde de l'amour inconditionnel, de la force vive et de la plénitude. D'accord. On est au mauvais endroit. On est ce que tu appelles des scories, là, Des scories, des déchets. Des déchets, ouais. Des déchets Rien d'étoiles. que ça, on est des déchets, quoi. Les atomes, tout ce qui ça peut fait redescendre. c'est des déchets d'étoiles, de supernova, on est des détritus. Alors les véhicules célestes, les Merkabah, je vais symboliser comme ça, comme une étoile de David, le Dawad Magan avec un rond autour. Les Merkabah, leur travail, c'est de nous amener, après notre mort, dans l'antéversus, parce que tous les véhicules célestes sont faits de la matière de l'antéversus, sont faits de HAC, sont faits de cette force vive, que les gens des fois appellent éthérique, mais moi le nom ne me plaît pas, donc je préfère dire force vive. Donc dès qu'un être vivant meurt, le véhicule céleste, son travail, c'est de retourner dans l'antéversus, de se recharger de HAC, et de revenir, une fois qu'elle est rechargée de HAC, reconstruire encore un être, un humain, ou peu importe. Et tout ça ad libitum, quoi. Tout ça. Ouais, c'est éternel, c'est sans fin, c'est le cycle des réincarnations, c'est sans fin. L'univers est programmé comme ça. Alors pourquoi les humains 80 ou 90 ans ou 70 ans en moyenne? Parce que ça l'use, la Merkaba, de maintenir un humain en vie ou un être vivant en vie. Au bout d'un moment, on n'y arrive plus. C'est ce que nous on appelle la vieillesse. L'entité organique qu'elle aura créée dépérit. Le chariot céleste est obligé de retourner faire son plein de HAC dans l'antéversus. Et quand des êtres vont s'accoupler, quand un spermatozoïde va rencontrer un ovule, la Merkaba, toute rechargée de HAC, va prendre en charge tout le processus, c'est elle qui va diviser les cellules, qui va savoir où c'est qu'elles vont se placer pour construire un être. Et rebelote encore pendant 70, 80, 90 ans, jusqu'à ce que toute sa force vive soit épuisée, que l'entité biologique meure et qu'elle soit obligée de retourner dans l'antéversus avec tout ce qui compose l'être, dans le caractère, les émotions, sauf la psyché, enfin le mental, où le gars va plus ou moins avoir une remise à zéro, il ne va plus trop se rappeler de ses souvenirs, enfin partiellement, sauf en état de supraconscience où tu peux faire toute la lignée de tes réincarnations. Et c'est peut-être une explication de savoir pourquoi ceux qui sont hindouistes ou hindouistes, quoi, vivent peut-être plus longtemps, ils emmagasinent un peu plus de HAC d'entrée de jeu, ils sont plus spirituels, ou je sais pas, non, ça n'a rien à voir. Non. L'entité biologique, elle ne maîtrise rien. En fait, après, il y a les incidences karmiques, on appelle ça, c'est-à-dire que le gars, s'il travaille dans un environnement avec de l'amiante, il va épuiser son entité biologique beaucoup plus vite que ce que la Merkaba aurait pu lui fournir. Ou s'il a un accident de voiture, c'est des incidences karmiques, mauvais karma, le gars il meurt, alors que sa Merkaba avait encore beaucoup d'énergie à lui fournir.
Ça n'a rien à voir. Et puis les humains ne contrôlent rien dans le processus, là. Vraiment rien. C'est pas toi qui décides de la recharge de hack, ça se fait automatiquement. Les véhicules célestes sont faits pour te construire, te maintenir en vie et te transporter tes émotions et tout ce qui te compose dans l'antéversus, revenir dans notre univers. Alors la question que tu m'as posée tout à l'heure, pourquoi, j'en sais rien ça. Tu me dis, est-ce que c'est voulu par le hack, par Dieu, par les deux options. Je sais pas, il y a deux options, les taoïstes. Toi, tu dis que Dieu est venu après la naissance de ça. C'est pas moi qui le dis. Enfin, c'est une philosophie, par exemple, les taoïstes pensent que ce sont des forces fondamentales qui se sont accouplées. D'ailleurs, on dit le couplage dans le modèle standard, l'électricité s'est couplée avec le magnétique et a donné l'électromagnétique. Le nucléaire de liaison et le nucléaire faible se sont couplés, ont donné le nucléaire tout court, la force atomique. La gravité, que tout le monde pense seul, alors que moi je te le dis qu'elle est couplée avec le hack, avec la force vive, la gravité est couplée avec le hack, ça donne. Alors pour les astrophysiciens, il y a 5 forces fondamentales couplées, et pour les mystiques dont je fais partie, il y en a 6, parce que j'inclus le hack avec les autres 5 forces fondamentales. Alors je fais partie de ceux qui pensent que les choses sont telles qu'elles sont, c'est la fluidité des choses. Moi j'ai un esprit un peu taoïste, comme ça, où je pense que les choses sont telles qu'elles sont. Après, si tu es, par exemple, un juif kabbaliste, il va y avoir Dieu qui se met au milieu, qui a une intention. La métempsychose, c'est pour la purification des âmes. Pourquoi pas, chacun il met un peu ce qu'il a envie selon sa sensibilité. Moi je suis dans la fluidité, je suis contemplatif. Les choses sont telles qu'elles sont, point. Et dans cet univers Janus, là, tu nous as pas parlé des trous noirs, d'infiniment grands, infiniment petits. C'est justement un truc. Le trou noir, c'est quelque chose de très important là-dedans, j'imagine. Oui, ouais. Alors, pas que. Les trous noirs sont importants dans la configuration de l'univers, autant que Tauria. Tauria, c'est le vide interstitiel. C'est l'espace qui est contenu. Pas contenu, justement, c'est insubstantiel. Alors, on va dire. Ça, c'est un atome, là, il y a l'électron, là, il y a le noyau. Alors, bien sûr, les distances sont beaucoup plus grandes, parce que si le noyau faisait la taille d'une balle de ping-pong, l'électron ferait la taille d'une lentille, elle serait de l'autre côté de Toulon. Donc, Tauria, c'est ici, c'est le vide interstitiel subatomique, c'est-à-dire là, il n'y a vraiment rien entre le noyau et son lepton, donc entre le proton et l'électron. Tauria, le vide interstitiel, là tu peux considérer qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'élément subatomique, il n'y a rien, c'est le vrai vide. Les trous noirs, dans toute la zone périphérique qu'on appelle l'horizon des événements, il est identique. C'est pareil que Tauria, c'est un vide interstitiel, il n'y a vraiment que dalle. Même la lumière, les photons sont absorbés. Ce que j'ai appris moi en faisant mes voyages infrascopiques, c'est-à-dire en traversant le rideau de l'inframonde, c'est-à-dire au-delà du voyage astral. On ne parle plus d'astral, on parle d'inframonde. D'ailleurs, c'est un mot que tu as de ton cru. cru. Moi, je l'ai emprunté au balayage électronique, au microscope à balayage électronique. On parle de monde infrascopique. Alors, parce que ce que j'en ai retiré, ce que j'ai demandé, une des premières questions que j'ai demandé quand je faisais mes communions dans l'Ainsof, j'ai demandé à ce que la Merkaba me visualise comment était configuré l'univers. Et donc l'Ainsof, au travers de ma Merkaba, m'a expliqué comment l'univers était configuré. Alors, ce que j'en ai appris, c'est que tous les astrophysiciens de la planète, en ce moment, se posent des questions sur qu'est-ce qu'il y a dans les trous noirs, où ça amène. Et 9 sur 10 pensent que les trous noirs amènent dans d'autres régions de l'univers, donc qu'on peut voyager d'une galaxie à l'autre. Ils associent trou noir à trou de verre, en fait, c'est ça? Ouais, ils pensent que c'est un voyage géographique. Alors que c'est plus un voyage fractal. Moi, quand l'Ainsof, au travers de ma Merkaba, m'a expliqué comment ça fonctionne, c'est-à-dire que quand bizarrement, c'est là que l'univers est replié. Les astrophysiciens ont le défaut de montrer quand l'univers est replié, une selle de cheval avec l'espace-temps qui forme un 8 qui se coupe. Moi, je ne l'ai pas ressenti comme ça, puis on ne me l'a pas expliqué comme ça quand je suis passé dans l'antéversus. C'est-à-dire que quand tu rentres au cœur d'un trou noir, en fait, tu te retrouves en monde infrascopique, tu te retrouves au cœur de la matière, tu te retrouves au cœur des atomes. En fait, le Tauria, le vide interstitiel atomique,
est de la même nature que les trous noirs. Et quand tu pénètres dans un trou noir, tu te retrouves dans l'infiniment petit, tout bêtement. L'infiniment grand et l'infiniment petit sont repliés. C'est là la pliure de l'univers. Ouais, Elle n'est pas géographique, elle est ouais, fractale. un fractal. L'infiniment grand et l'infiniment petit sont liés beaucoup plus que ce que les astrophysiciens le pensent. La frontière extérieure de l'infiniment petit et la frontière intérieure de l'infiniment grand, tu tapes à la porte, ils sont juste à côté. Ouais, ça répond à la question que je t'ai posée tout à l'heure, qu'on n'a pas vu. Hein. Je pensais que l'univers était dans quelque chose, mais en fait non. Voilà, Non, il se contient lui-même. il se contient lui-même, infiniment grand, Parce que infiniment tu m'as dit petit. quelles sont les frontières de l'univers, comment non. C'est l'infiniment grand et l'infiniment petit sont reliés, la pliure, elle est à ce niveau-là. Il n'y a pas de membrane extérieure. C'est un principe abstrait, un concept qui est dur à comprendre, mais c'est comme ça que ça fonctionne réellement. Ouais. Alors malgré avoir lu Jean-Pierre Petit, Guillemin, Luminet, etc., Stephen Hawking et j'en passe et des meilleurs, je me suis aperçu que tous ces gens n'avaient jamais franchi le rideau infrascopique parce qu'ils sont à côté de la plaque avec leur univers en selle de cheval. Ils n'ont pas compris en fait que l'univers est replié sur lui-même comme un univers gigogne. On pourrait dire, les taoïstes avaient trouvé intuitivement en disant l'univers est un grain de riz gigantesque. Alors ça veut dire ce que ça veut dire, c'est que l'univers, si tu prends comme un grain de riz, c'est-à-dire au plus tu vas t'élever, au plus il va devenir petit. C'est inexplicable, mais c'est comme ça. C'est les trous noirs et Thoria, le vide interstitiel, sont interconnectés. Et d'ailleurs, c'est ce qui relie le égal MC2 entre le quantique et l'astrophysique. Tu sais que le grand débat entre les chercheurs en ce moment, la physique quantique et l'astrophysique ne se rejoignent pas. Il manque un élément qui peut joindre les deux. Ils ont dit ouais, c'est le boson de Higgs. Ils ont inventé des choses. Ben, tout simplement, le quantique et l'astrophysique se rejoignent par Thoria et les trous noirs. Le contact se fait ici. C'est ce qui relie l'infiniment grand à l'infiniment petit. C'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est l'Einstein qui me l'a appris. Ouais, bah t'es un drôle de professeur quand même. C'est le meilleur des professeurs. Là, il faudrait dire à Jean-Pierre Petit et à Guillemant qu'il existe ce professeur qui s'emploie à aller prendre rendez-vous avec nous. Volontiers, je leur dis de s'orienter vers le yoga. Enfin, moi, de ce que j'en ai entendu et de ce que j'ai vu dans les travaux, par exemple, de Philippe Guillemant, où je vois qu'il utilise l'arbre séphirotique, je me dis que ce sont tous des gens kabbalistes. Ouais, c'est de la kabbale juive. Je pense que c'est des gens au CNRS, au CERN, etc., au MIT, qui ont une grosse formation ésotérique. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de moi pour aller dans l'astral. Je pense juste que certains ne sont pas allés dans l'infrascopique. Ils ont arrêté l'expérience un peu avant. Il y a un passage qui fait très peur entre l'astral, enfin entre le multidimensionnel et le monde infrascopique, ce qu'on appelle Da'at, c'est la mort symbolique. Donc tu ressens vraiment le frisson de la mort quand tu arrives aux portes de la mort cérébrale, tu ressens le frisson de la mort. Tu te dis je vais mourir là, et tu n'as pas envie d'y aller, le réflexe de survie t'empêche de traverser le rideau de l'inframonde. Donc je pense que c'est ce qui a fait reculer certains, sinon ils auraient eu quelques révélations de plus que moi. Autant que moi, enfin. En plus eux ils sont intelligents, c'est des astrophysiciens dans notre réalité. C'est-à-dire qu'ils vont en ramener beaucoup plus que moi. Moi je suis le crétin de service là-dedans, j'ai pas le niveau pour comprendre, c'est juste intuitif. On me l'a fait voir, mais je ne sais pas le démontrer. Je ne sais pas faire les équations pour te l'expliquer. Alors que des mecs comme Guillemin, Luminet ou Jean-Pierre Petit, en 5 minutes, tu te trouverais l'équation. Ouais. C'est gâché ça. Ça, j'ai pas choisi. Je suis pas un astrophysicien. Je suis personne, quoi. Je suis juste un supraconscient. En plus, c'est pas moi qui ai voulu ça. Ça m'est tombé dessus, c'est pas moi qui l'ai déclenché. Mais comment se fait-il qu'il y ait... Bon, il y a des supraconscients dans le monde entier. Il y en a de partout. Il y en a en pagaille. Hein, donc, comment se fait-il qu'ils ne sont pas venus à la même conclusion que toi? Je veux dire, Ils sont arrivés à la même conclusion que moi. C'est juste qu'ils n'ont pas rencontré un mec comme toi, comme Clément, qui prend une caméra, qui filme. Moi, si tu m'avais pas appelé il y a quelques semaines pour venir expliquer tout ça, je serais resté dans mon coin, je n'aurais jamais parlé à personne. Ça fait 15 ans que je le sais, depuis 2004.
Ouais, vraiment, c'est très égoïste comme savoir. J'avais même pas envie de le dévoiler, quoi. C'est parce que tu es friand de savoir et que ça me fait plaisir de te le dire. Sinon, non, moi j'ai jamais fait la démarche, ça m'intéresse pas. Et ouais, mais sur Facebook, il y est, hein, Guimand, tout ça. Peut-être que tu peux lui balancer un petit message. Ouais, D'ailleurs, je crois que je vais partager sur son mur, la vidéo sur son mur. fais-le, vas-y, volontiers, ça me dérange pas. Au contraire, si lui il peut en faire quelque chose. Mais moi, je suis là plutôt pour lui donner la recette, sans savoir si ça va marcher. Je peux lui donner ma recette pour aller dans le monde infrascopique. Après, peut-être lui, s'il arrive à passer en état de supraconscience, et ses travaux Ah oui, vont nettement s'améliorer. Mais je pense que déjà, c'est un supraconscient. Mais je pense juste qu'il n'a pas atteint le monde infrascopique. Il s'est arrêté avant la mort symbolique. Parce que ses travaux sont trop orientés vers l'ésotérisme pour qu'il ne soit pas un supraconscient. Il a compris certaines choses par rapport, il a fait les mêmes parallèles que moi avec l'arbre séphirotique sur les forces fondamentales qui gouvernent l'univers. Donc il n'y a qu'un supraconscient qui peut faire le parallèle. C'est un neurotypique, ça lui viendrait même pas à l'esprit, même le plus intelligent neurotypique de la planète, il n'arrivera pas à le démontrer. Et tu crois qu'il le garde pour lui, ça, qu'il a fait de la supraconscience, tout ça, il n'a pas envie d'en parler de ça? Bah, c'est un peu mal vu en Occident quand même. En Occident, tu passes vite pour un illuminé, on te prend pour un fou dès que tu parles de ça. Donc, quand tu viens avoir des résultats, tu t'aperçois que tu n'es pas fou, justement. C'est que... Non, mais il le dissimule. Il a des résultats en disant qu'il a eu comme ça en faisant des calculs. Il n'a pas envie de dire qu'il a ramené de l'astral, c'est tout. On est dans une société en Occident où c'est mal vu, ça. C'est mal vu. Tu ne peux pas dire ça de suite, où on va te traiter de sataniste ou de fou. Tu vois, il ne faut pas parler de ça en Occident. C'est très, très, très mal vu. J'attends de voir quand les vidéos vont prendre de l'essor. J'attends de voir les trolls. Ceux qui vont commenter. Ceux qui vont être contre ça pour... Ah, mais moi, je m'en fous. Ouais, des gens très haut placés qui envoient des trolls pour décrédibiliser ça. Ah, mais ça, je n'ai rien à foutre. Moi, mes passages en monde infrascopique, ils n'appartiennent qu'à moi. Moi, je sais comment ça fonctionne. Si les gens n'ont pas envie de me croire, c'est leur problème. Et puis, je cherche à évangéliser personne. Je n'ai rien à foutre. Sincèrement, tu connais ma philosophie. Ouais. Sincèrement, moi, je ne me prends pas pour Bouddha. Je ne me prends pas pour qui je ne suis pas. Tout ça, ça fait une quinzaine d'années que je le maîtrise, et si c'est pas toi qui me poses la question, je n'en parle à personne. Mes phases supraconscientes, elles ne me regardent que moi. Et c'est une communion avec notre Créateur. Moi, je vais là-bas, c'est un bain de spiritualité, c'est un shoot christique que je fais. Après. Alors, quand tu dis christique, ça n'a rien à voir avec Jésus. Non. Aucun rapport. Non, je suis pas chrétien. Non, mais christique, ça veut dire quoi exactement? Christique, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est dans notre société, les gens, si tu parles du Christ, ils voient un peu mieux qu'est-ce que ça veut dire que si tu dis Ein Sof Haor. Alors, au lieu de dire je vais prendre un bain dans Ein Sof Haor, je dis tiens, je vais prendre un flash christique. C'est juste pour que les gens arrivent à avoir un repère, parce que les trois quarts des gens n'ont aucune notion de principe abstrait comme ça. Tu leur dis le Brahman, c'est la fusion de Vishnu et Shiva, les deux polarités, ils ne savent pas de quoi tu parles. Si tu leur parles de Taiji, de fête suprême taoïste, que c'est la fusion du yin et du yang, ça leur évoque rien. Si tu parles d'Ain Sof Haor, ça leur évoque rien non plus. Il faut toujours prendre un repère, même s'il est un peu éloigné, s'il n'est pas trop adapté, il faut toujours prendre un repère pour qu'ils arrivent à se faire une idée. Alors ceux qui se rapportent le plus de l'Ain Sof dans notre monde, qui est chargé de A, qui est à 0,01%, c'est les photons. La lumière est ce qui se rapporte le plus dans notre univers de ce que peut être l'Ain Sof. Et encore, c'est très 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 lointain. C'est si un jour tu as la chance de passer à un monde infrascopique, tu te souviendras de ce que je t'ai dit. Tu dis oui, c'est vrai. Tu vas te dire c'est vrai, ça s'apparente à de la lumière, mais ce n'est pas de la lumière. C'est-à-dire les photons sont porteurs de HAC, sont porteurs de cette substance, mais très légèrement. Et le HAC, est-ce que c'est une conscience décisionnelle, par exemple? C'est semi-conscient, c'est-à-dire, je pense que oui, enfin c'est semi-conscient. Moi je dis que c'est conscient, c'est intelligent. Il y a d'autres personnes dans ma voie mystique qui disent oh non, c'est semi-conscient, c'est pas comme tu crois. Moi je pense un peu ce que j'ai envie. Moi je pense que c'est conscient, c'est assez intelligent pour organiser des cellules, pour construire des êtres vivants. C'est assez puissant pour te maintenir en vie pendant 70-80 ans.
c'est assez puissant pour contenir autour de toi une force convergente électromagnétique comme les véhicules célestes. C'est ce qui donne la vie. C'est ce que dit dans une vidéo que j'ai vue, je t'en ai déjà parlé, je ne sais pas si tu l'as vu cette vidéo, Emmanuel Ransford, qui parle d'endocausalité et exocausalité des particules. Dans chaque particule, la plus petite qui existe, il y a une partie décisionnelle, endocausale. C'est un peu ça, c'est le hack. Le hack est conscient. Le hack est conscient, il est intelligent. Si tu peux d'ailleurs te syntoniser avec lui. Un travail de supraconscience, c'est quand tu te mets en prédisposition, tu vas commencer à te détendre pendant 1 heure et tu vas induire ta phase supraconsciente qui va durer une dizaine de minutes. Donc là, tu vas passer par l'hypnagogie, le céleste, l'astral, le multidimensionnel. Tu vas traverser le rideau de l'infrascopique. Moi, je m'en sers spirituellement. Mais ce que tu me dis sur l'endocausalité, oui, tu le ressens. Parce que quand tu es en syntonisation avec ton véhicule céleste, tu prends une partie de ta psyché qui le transporte là-bas, tu comprends bien que tu as affaire à quelque chose d'intelligent avec qui tu communiques. C'est intelligent, c'est bienveillant, c'est inexplicable après avec des mots humains. C'est trop réducteur. Moi, au plus je vais te l'expliquer avec des mots humains, au plus ça va être péjoratif parce que c'est presque insultant d'expliquer ce qu'est l'Ein Sof avec des mots humains. C'est une insulte pour l'Ein Sof. Ça dépasse tellement tout ça. D'ailleurs, les zénistes au Japon, les pratiquants Shugendo, le Kokanza Zenji, ils se débarrassent de l'angulage verbal. C'est-à-dire pour rentrer dans le Satori, pour aller justement dans l'antéversus, les mots sont proscrits. Ils chassent tout de leur cerveau. Ils ont compris, ça s'appelle juste la vacuité cérébrale. Ils ont compris qu'il faut descendre ton activité neuroélectrique pour aller dans ce monde-là. Il faut se vider de soi-même pour se laisser remplir de la substance de la Merkaba pour qu'elle te syntonise avec la Sof. C'est une gymnastique que tu dois apprendre. Et ben, ça passe par le désangulage verbal. Il faut foutre en l'air tout ton savoir, le monologue intérieur, le questionnement que tu as, qui te bouffe 75% de tes facultés cognitives, te poser des questions sur le passé, le futur, tes projets, tes souvenirs. Il faut foutre en l'air tout ça. Quand ton cerveau se purifie, qu'il est à, je sais pas moi, on va dire à 14 Hz, tu commences à rentrer en hypnagogie, là il y a un processus, il faut le laisser faire. C'est comme un ascenseur spirituel. Tu laisses faire ce processus, tu descends de plus en plus ton activité neuroélectrique pour que ton véhicule céleste se serve de ta psyché juste comme un relais biologique. Elle va transporter ta psyché ailleurs. Toi, tu ne vas pas bouger quand tu fais une décorporation, ta carcasse biologique, elle ne va pas bouger de ta chambre. C'est ta psyché qui va être véhiculée ailleurs par ton véhicule céleste. Il va te faire découvrir les lois fondamentales qui gouvernent l'univers. En même temps, pour le hack, on est dans une zone de neutralité. Le Brahman est neutre. C'est la fusion parfaite des deux polarités. Chez le Taiji, chez les taoïstes, c'est la fusion parfaite du yin et du yang, des deux polarités. Pourtant, la psyché humaine le ressent comme de l'amour inconditionnel. C'est-à-dire la neutralité de Dieu est la plus grosse dose d'amour que toi tu vas recevoir dans ta psyché de toute ta vie. C'est-à-dire moi j'ai eu le bonheur d'avoir des enfants, des petits-enfants, j'ai connu l'amour dans ma vie. Je suis très amoureux de ma compagne actuellement. Malgré l'amour intense que je ressens pour elle, on va dire que l'amour que tu ressens dans la Sof, c'est vertigineux. C'est l'amour humain tel qu'on le reçoit, l'affection, l'amour humain tel qu'on le reçoit, c'est 0,00001% de l'amour inconditionnel que tu recevras quand tu vas aller dans l'antéversus. De toutes les manières, c'est inexplicable. Il y a des mots humains, je ne pourrais pas te le faire intégrer. Quand tu dis qu'il y a la neutralité, ça sous-entend aussi l'équilibre, quelque part. C'est un équilibre parfait. Pareil, la voie du milieu, tout ça. C'est un équilibre parfait. Le Taiji équilibre parfaitement le yin et le yang. C'est une fusion, c'est une alchimie parfaite. Et malgré que ça crée du neutre, parce que l'univers est très polarisé, il y a plus, moins neutre. D'ailleurs, dans le nucléaire, la force la plus puissante, c'est les bombes à neutrons. On manipule le neutron, qui est beaucoup plus puissant que le lepton ou que le proton. C'est le neutre Brahman ou l'Ein Sof, tu l'appelles comme tu as envie. Moi, je lui donne tous les noms de la création dans chaque religion. Le neutre, bizarrement,
pour notre psyché, on le ressent comme un bien inconditionnel, mais on parle de Dieu là aussi. Le neutre de Dieu Ouais. par rapport à la psyché humaine, c'est incommensurable. J'ose même pas imaginer si ça avait été autrement, si Dieu était bon, tu aurais reçu certainement une dose d'amour mortel. On ne reçoit que le neutre là, de cette magie, de cette alchimie. Notre psyché, quand on va là-bas, malgré que ce soit un équilibrage de force neutre, on le ressent comme un amour inconditionnel, c'est comme ça. C'est la fluidité, les choses sont telles qu'elles sont. Qu'est-ce que comme tu ça. dis comme la voie du milieu, le bien, le mal, finalement ça fait du bien. La voie du milieu, le philosophe Nagarjuna qui est inscrit dans le bouddhisme mahayana, ou même dans le taoïsme, où on t'explique que les deux polarités serpentent. Et en fait, la meilleure voie qu'un homme puisse suivre, c'est la voie du milieu. Il utilise à la fois le yin et le yang pour évoluer. En fait, il ne faut pas les dispenser, les deux forces, il faut les contenir. Il faut contenir le bien, il faut contenir le mal. Si tu es trop gentil dans la vie, tu te fais bouffer. Si tu encaisses ta paye le premier, que tu as acheté des cadeaux pour tes enfants et des bonbons et que l'autre tu n'as pas de sous, tu vas les faire souffrir. C'est pas bon de dispenser trop de bien. Il faut contenir le yin, il faut contenir le yang. Il faut savoir les utiliser avec parcimonie. Si tu te fais attaquer, tu seras bien content que le yin arme ton bras, qui te défende, qui défende tes proches. Tu ne peux pas compter que sur le bien, tu ne peux pas non plus compter que sur le mal. Sinon tu serais un sale mec. En fait, un homme abouti, c'est celui qui sait user des deux polarités. Un homme abouti chez un hindouiste, c'est celui qui sait user de Vishnu et de Shiva. Le conservateur, le destructeur. C'est une alchimie interne à capter, c'est une gymnastique mentale, c'est contenir les deux forces et les dispenser avec parcimonie. Bien, bah écoute, alors pour résumer, la force vive, tu peux l'appeler aussi comment pour l'histoire d'avoir quelques synonymes? Tu peux l'appeler Le hak, ouais, le hak chez les Égyptiens anciens. Atman, L'Atman, c'est une parcelle de Comme la Kundalini et tout ça. L'Atman en sanskrit, qui est la racine des langues européennes, va donner l'âme. Atman, ça va donner l'âme. C'est une petite parcelle qui est diffusée dans ton système cérébrospinal par ta Merkaba, qui va te faire fonctionner l'activité neuroélectrique de ta carcasse biologique. C'est cet Atman, cette petite parcelle divine de Brahman, c'est ce qui met en route ton organisme. S'il n'y avait pas d'Atman, s'il n'y avait pas de cette substance, tu ne serais pas vivant, tu serais une matière inerte, tu serais un rocher. On habite l'univers de la multiplicité. Ici, tout est cartographié, tout a un nom. Ici, tout, il y a des milliards et des milliards de choses différentes. Alors que là-bas, il n'y a qu'une chose, c'est le Brahman. Il y a cette substance que les Égyptiens anciens appelaient le hak, pure à 100%, qui emplit totalement l'antéversus de l'univers Janus. Parce que, attention, par exemple, Jean-Pierre Petit a compris par équation que l'univers Janus existe, il ne sait pas trop de quoi il est composé dedans. Si un jour il fait une séance infrascopique, il s'apercevra qu'il est rempli de hak, de force vive. Bien, écoute, bon ben là on a traité le sujet. On ne peut pas traiter le sujet Oui, comme enfin ça. on a traité une partie du sujet. Tu peux pas, si on voulait parler de hack, si on voulait parler vraiment de hack, de A à Z, j'aurais pas assez de ma vie. J'aurais pas assez de ma vie en parlant 24 heures sur 24. On a à peine survolé, effleuré le hack. Ben déjà ça donnera envie aux gens d'aller sur Wikipédia par exemple ou autre pour chercher hack et se renseigner eux aussi. Alors hack, moi je trouve que ces personnes, il y a plus de 5000 ans, les Égyptiens anciens, il faut dire qu'ils ont construit des pyramides, il faut dire que c'était un peuple remarquable. Ces gars avaient compris que cette force vive, qui s'appelle hack, était la fusion de deux polarités, c'était le bas et le cas. Ils avaient compris que c'était déjà bipolarisé, qu'il y avait du plus, du moins. Je ne peux pas t'expliquer à quel point des séances supraconscientes peuvent aiguiser un esprit et te donner une intelligence intuitive. C'est-à-dire que des mecs comme les Égyptiens anciens, il y a 5000 ans, ils avaient tout compris. Le livre des morts, le culte rhodisien, ne traite que de ça, de ta Merkaba. D'ailleurs, le mot vient de là-bas, Merkaba, c'est la pyramide énergétique de l'âme et de l'esprit. Merkaba, étymologiquement, ça veut dire ça. Ces mecs, intuitivement, il y a 5000 ans, ils avaient compris comment ça fonctionne, comment, quand tu meurs, tu retournes dans l'inframonde, le monde de Tamandra, comment
ton véhicule céleste se ressource, comment il revient dans notre réalité pour reconstruire une carcasse biologique, etc., 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 c'est sans fin. Alors chez les hindouistes, les taoïstes et les bouddhistes, briser le samsara, ce cycle des réincarnations, c'est essentiel pour eux. Eux, ce qu'ils veulent, c'est rester perpétuellement de l'autre côté, dans cette énergie consciente, se diluer avec et ne faire plus qu'un, que ton esprit et ton âme ne fassent plus qu'un avec le hak. Alors, en Occident, on appelle Dieu. Ouais. Il y a un mot. Dieu, ça vient du sanskrit deva, qui veut dire le ciel, tout bêtement. Deva pater, qui veut dire le ciel, papa. Et Ftiri mater, qui veut dire la terre-mère. Donc, ciel, papa, et terre-mère, comme chez les Mexicains, la Pachamama. De Deva, le ciel, doucement, c'est devenu un nom à part entière, qui veut dire Dieu, mais étymologiquement, Dieu, ça voulait juste dire le ciel. Donc moi, je préfère dire le hak. Pourquoi, je te pose une question comme ça qui n'a aucun rapport, maintenant que j'y pense, peut-être tu sauras, toi. Pourquoi les juifs écrivent Dieu, D, avec un point, I-E-U? Ah, c'est parce que le support, le papier peut être jeté à la poubelle, elle peut toucher du détritus, peut atterrir dans une poubelle ou au feu, descendre. Et ils ont un tel respect pour le nom de Dieu que pour ne pas le dénaturer, ils font un point après le D. C'est comme ça, c'est par respect. Le nom de Dieu, si un juif écrit le nom de Dieu, ce papier, il sera obligé de le sanctifier, il sera obligé de le mettre dans un coffre-fort, de ne pas l'abîmer. D'accord. Alors pour éviter de se tracasser et que chaque fois qu'ils écrivent Dieu, de le mettre dans un coffre-fort, ils mettent un point, donc ça dénature le nom de Dieu. On sait de quoi on parle, mais on ne trahit pas et on ne le salit pas. Doctrine du New Age ou repompée sur des vieilles théories théosophiques, réchauffées, servies froid, il ne faut pas m'en parler. Voilà, là j'en ai trop parlé déjà, donc on passe à autre chose. Ça répond à la question d'Alix Sator qui demandait ce que c'était le New Age pour nous. Ben voilà, ce que c'est le New Age. Ouais, puis on m'a parlé aussi de plan causal, qu'il ne fallait pas utiliser le plan causal. Plan causal de la théosophie, moi j'en ai rien à foutre. Le plan causal, le vrai nom plan causal, ça veut dire le plan de la causalité, c'est notre réalité, c'est l'univers de cause à effet. Alors ça a été repris à un moment donné par les théosophes qui l'ont placé dans des degrés de conscience, c'est un fatra infect. Il faut qu'on arrête de parler de... C'est déjà en plus, c'est un des piliers du nazisme, Blavatsky, Steiner et tout, donc à la poubelle on n'en parle plus, j'en ai trop parlé déjà. Ouais, d'accord, c'est tout du vent, quoi. C'est de l'engluage verbal, quoi. C'est de la merde lyophilisée, il n'y a que de l'eau à rajouter. Et oui, quand on essaye de baser des trucs sur des faussetés, déjà, d'entre les deux, ça ne peut pas donner la vérité, hein, ça c'est clair. Ouais. Bon, enfin voilà, bon écoute, on va s'arrêter là pour celle-là, parce que sinon après on n'en finit plus, on fait des vidéos trop grandes. Et donc on vous retrouve, d'ailleurs si vous voulez donner des commentaires, si vous voulez poser des questions dans les commentaires, n'hésitez pas, hein, on répondra dans les prochaines vidéos. Et si vous voulez partager la vidéo, ben c'est super, voilà, c'est très bien. Donc dans la prochaine vidéo, on parlera peut-être de lexique, si Jean-Paul a fini, ou dans une autre. Mais ça arrive, tout vient à qui sait attendre. Voilà, donc au revoir messieurs, dames, et à la prochaine.